Nous allons peut-être quitter, mais est-ce bien sûr la biogéographie avec la prochaine communication du professeur Evelyne Heyer et qui va peut-être nous ramener vers des taxons un petit peu plus familiers comme un certain Homo sapiens. Alors merci de m'avoir invité à parler de l'homme. Donc vous allez avoir d'autres exposés qui ne sont pas dans la même session parce j'avais des contraintes d'emploi du temps. Donc moi je vais vous parler de l'évolution culturelle et de l'évolution biologique. En fait, l'objet de cet exposé part d'un point de vue, c'est-à-dire qu'on entend très souvent que l'homme est dénaturé, que grâce à sa grande capacité de culture, il est sorti de l'évolution biologique. Et je me disais que c'était intéressant pour participer à cette réflexion-là, en fait, de vous présenter des exemples où il me semble clairement que l'homme est encore dans un processus d'évolution biologique et où, au contraire, c'est la culture qui agit dans le cadre de cette évolution biologique. Alors, les premiers travaux qui ont été faits, qui ont tenté de relier, je dirais, des traits culturels et des aspects biologiques chez l'homme, sont ceux qui se sont basés sur la langue et qui ont regardé dans quelle mesure la culture et la diversité génétique pouvaient être liées. Vous savez que pour qu'il y ait évolution, comme l'avait bien noté Darwin, il faut qu'il y ait de la variabilité. Et une des manières de regarder la variabilité à l'heure actuelle, c'est de regarder la diversité génétique, et que la diversité génétique d'une espèce et sa répartition sont importants pour pouvoir comprendre son évolution. S'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de toute façon d'évolution. Donc, les premiers travaux ont été initiés surtout en comparant en fait les données linguistiques. La langue, c'est un des traits culturels majeurs de notre espèce. Pour la langue, il y a une diversité. On voit ici une des classifications des langues qui est dite la classification de Greenberg, qui montre la répartition des familles linguistiques à travers la Terre. Et Cavalli-Sforza, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, a mis en relation les langues, c'est-à-dire qu'il a fait un arbre des distances linguistiques entre les différentes familles linguistiques, et il l'a mis en parallèle avec un arbre des distances génétiques entre les populations humaines, c'est-à-dire il a représenté les distances sous forme d'arbres, c'est une des manières de les représenter, il y en a d'autres, et il a montré que dans l'ensemble, il y a une bonne concordance, c'est-à-dire qu'en général, plus des populations sont proches génétiquement, plus elles sont proches linguistiquement, et vice-versa, des populations des populations humaines de langues différentes vont être assez différentes génétiquement. J'ai vu que sur cette question, vous aurez un exposé demain en partie de Pierre Darlu. Donc c'était une des premières démonstrations qu'il y aurait peut-être un lien entre un trait culturel et la répartition de la diversité génétique de notre espèce. Ce type de travaux, après, a été fait à nouveau et a montré que cette proximité génétique et linguistique continuait d'exister même si on tenait compte de la géographie. C'est-à-dire des populations étaient proches génétiquement non seulement parce qu'elles sont proches géographiquement, mais aussi parce qu'elles partagent une même langue. Alors, dans le cadre de ce paradigme, on a travaillé sur une région du monde, en Asie centrale, qui était intéressante parce que c'est une région du monde où il y a deux grandes familles linguistiques qui se rencontrent, la famille des langues dites turques et la famille des langues indo-iraniennes. Et on a décidé de travailler sur cette région du monde pour mieux comprendre l'interaction entre la langue et la génétique.
Alors pour ça, on a échantillonné des populations, donc on a pris l'ADN. En parallèle, on a fait des enquêtes linguistiques. Donc ça, c'est un peu les pays où on a pu aller dans le cadre de ces travaux. Donc c'est dans les républiques, les ex-républiques de l'Union soviétique, les républiques d'Asie centrale, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan. Et ici, je vous représente un des résultats qui sont les distances génétiques entre les populations. Donc là, ce n'est pas représenté sous forme d'arbre, c'est représenté en 2 dimensions. Plus 2 populations sont proches sur cette représentation graphique, plus ça signifie qu'elles sont proches génétiquement. Et ça, c'est la variabilité génétique donc, dans cette zone du monde. Et on voit immédiatement qu'on a 2 grands groupes clairement définis. Or, dans les populations humaines, en général, un pattern clair dans toutes les populations humaines et sur tous les continents, c'est que plus 2 populations sont éloignées géographiquement, plus elles sont éloignées génétiquement. Ça, c'est une distance génétique, une distance géographique. À l'inverse, 2 populations sont d'autant plus proches génétiquement qu'elles sont proches géographiquement. Or, dans le cadre des populations qu'on a analysées, de manière très surprenante, c'est une des rares zones du monde où, en fait, on ne trouve pas ça du tout. Donc là, je vais vous montrer ces 2 populations qui sont très proches génétiquement et ces 2 populations qui sont éloignées génétiquement. Les populations qui étaient proches génétiquement, vous voyez, sont très éloignées géographiquement. Ça fait dans plusieurs milliers de kilomètres. Et à l'inverse, des populations qui étaient proches génétiquement, qui étaient éloignées génétiquement, sont très proches géographiquement. En résumé, c'est une zone du monde où on n'a pas de relation entre la génétique et la géographie. Par contre, si on regarde la langue, on voit qu'en fait, les 2 groupes en bleu, là, vous avez les populations de langue indo-iranienne, et ici, vous avez les populations de langue turque. Donc, dans cette zone du monde, la répartition de la diversité génétique est beaucoup plus déterminée par la langue que par la géographie. Il y a peu de zones du monde où on trouve un exemple si clair, et on peut montrer que ces 2 groupes sont significativement différents génétiquement. Donc, les différences génétiques entre les 2 groupes de population sont dues à des langues, et on est dans un exemple clair ou un trait culturel. Dans ce cas-là, la langue fonctionne comme une barrière aux échanges génétiques. C'est-à-dire, du fait de différences d'un trait culturel, vous avez moins d'échanges génétiques entre les populations que ce qui est attendu normalement. C'est-à-dire que le trait culturel joue comme facteur d'isolement et de différenciation génétique entre les populations. Au même titre qu'on a vu tout à l'heure pour la vicariance, donc on a une barrière, mais une barrière qui est plutôt de type géologique. En fait, chez l'homme, on a aussi des barrières qui sont de type culturel. Dans l'exemple que je vous ai donné, la différence forte est due à la langue. Ça varie selon les régions du monde. Par exemple, si on analyse les Pays-Bas, les différences génétiques à l'échelle des Pays-Bas est plutôt due à la religion qu'à la langue. Il y a d'autres cas qui ont été bien documentés sur les systèmes, par exemple, de caste aussi en Inde. Donc on est dans un premier type d'interaction entre, je dirais, la culture et notre diversité génétique, et donc entre la culture et l'évolution. En plus, dans le cadre de nos travaux, toujours en Asie centrale, on a pu remarquer un autre facteur qui pouvait jouer aussi dans la répartition de la diversité génétique, à savoir l'organisation sociale. En effet, en Asie centrale, les populations de langue turque sont aussi traditionnellement pasteurs nomades, et ils sont organisés ce qu'on appelle en groupes de filiation. C'est-à-dire que chaque individu est défini par un lignage, un clan et une tribu. Plusieurs individus appartiennent au même lignage parce qu'ils ont un ancêtre commun,
Plusieurs lignages sont regroupés en clans parce qu'ils ont un ancêtre commun, et plusieurs clans sont regroupés en tribus parce qu'ils ont un ancêtre commun. C'est une filiation dans cette zone du monde patrilinéaire, c'est-à-dire que vous appartenez au lignage, au clan et à la tribu de votre père. Schématiquement, on peut représenter l'organisation sociale comme ça. Donc, des individus d'un même lignage ont un ancêtre commun récent. Plusieurs lignages donc, qui sont regroupés dans le clan ont un ancêtre commun. Plusieurs clans sont regroupés en tribus parce qu'ils ont un ancêtre commun. C'est une organisation sociale assez forte. Par exemple, dans certains villages, vous avez toute la généalogie par voie paternelle avec les noms des lignages et des clans qui sont affichés dans la mairie, et tous les gens du village savent très bien à quel lignage, à quel clan et à quelle tribu ils appartiennent. Alors, pour voir si ce type d'organisation sociale pouvait avoir un impact aussi sur la diversité génétique, on s'est demandé la première question, est-ce que ces ancêtres communs décrits couramment par les gens sont seulement des ancêtres communs sociaux, ou alors est-ce qu'ils ont aussi une existence biologique? Autrement dit, est-ce que d'un point de vue biologique, on retrouve ce type d'organisation? Avec les données génétiques, c'est assez facile. La filiation est patrilinéaire, donc elle suit la filiation du chromosome Y qui est transmis de père en fils. Donc on a décidé d'analyser le chromosome Y des individus. L'hypothèse est simple, s'ils ont un ancêtre commun récent, ils sont plus apparentés entre eux. S'ils n'ont pas d'ancêtre commun récent, des individus d'un même groupe, lignage ou clan ne sont pas plus apparentés entre eux d'un point de vue génétique. Donc on est reparti, on a fait les généalogies sociales des individus comparées avec les données génétiques, et les résultats, ça donne ça. Ça, c'est l'apparentement par rapport à un apparentement au hasard dans la population, c'est l'excès d'apparentement, et on voit que les individus d'un même lignage sont plus apparentés que des individus pris au hasard dans la population, aussi au niveau du clan, mais pas au niveau de la tribu. Donc, si je reviens sur la structure de départ, ce qu'on trouvait d'un point de vue ethnologique, à savoir cette organisation comme ça, existe aussi d'un point de vue biologique au niveau du lignage et du clan, mais pas au niveau de la tribu, qui est une agglomération de clans qui ne sont pas particulièrement apparentés entre eux. Alors après, on a fait d'autres travaux, plusieurs travaux, plus je dirais de génétique des populations théoriques, et on a pu montrer que en fait cette organisation sociale, elle réduit la diversité génétique dans les populations et elle augmente les différences génétiques entre les populations. Donc c'est un autre exemple où, non seulement nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi qu'on retrouvait dans les données génétiques les traces de ces organisations sociales, ce qui est intéressant pour d'autres études, mais surtout, c'est que c'est un autre exemple qui montre comment les comportements sociaux, les règles de filiation, le fait de choisir une organisation avec des lignages et des clans et des tribus, c'est purement culturel. Et on voit que cette organisation culturelle a aussi un impact fort sur la diversité génétique à l'intérieur des populations et entre les populations. Donc, c'est des exemples. Il y en a d'autres où les comportements sociaux ont un impact sur la diversité biologique de notre espèce et donc de notre évolution. Alors, c'est clair que les travaux là que je vous ai présentés se placent vraiment, je dirais, dans le cadre de la théorie neutraliste, c'est-à-dire qu'après Darwin, il y a quand même eu pas mal de choses, et notamment dans les années 60-70, tout ce qu'on appelle la théorie neutraliste, qui montre qu'il y a une grande partie de l'évolution aussi qui est due, entre guillemets, à des phénomènes qui ne sont pas liés à la sélection naturelle. J'ai vu qu'il y avait un exposé de Michel Veuille tout à l'heure, qui vous présentera plus en détail ça, mais c'est quand même un des grands changements depuis Darwin, c'est de montrer que l'évolution n'est pas seulement le fait de la sélection naturelle, que la répartition de la diversité génétique et l'évolution juste de cette diversité génétique d'un point de vue neutre est importante aussi pour comprendre l'évolution et pour comprendre l'évolution des espèces. Alors, le deuxième classe d'exemples que je voulais vous présenter dans le cadre de ce débat
culture et biologie chez l'homme, c'est des exemples qui, eux, sont liés à la sélection naturelle et qui peuvent vous montrer comment, encore une fois, culture et sélection naturelle peuvent interagir. Alors, le plus bel exemple pour ça, qui est le plus facile à expliquer et qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle la tolérance au lactose. Naturellement, tous les mammifères digèrent le lait quand ils sont petits, mais ne le digèrent pas quand ils sont adultes. Or, on trouve dans certaines sociétés humaines une forte fréquence de gens qui tolèrent le lait en étant adultes. C'est ce qui est représenté en bleu, et même dès les années 60, il a été remarqué que la plupart des populations où la fréquence de gens qui tolèrent le lactose, c'est-à-dire qui peuvent digérer le lait en étant adultes, coïncide avec des modes de vie où le lait est un élément important de l'alimentation. C'est-à-dire que ce sont en général les populations où les gens boivent beaucoup de lait, où on a une fréquence de tolérance au lactose qui est particulièrement élevée. Alors depuis une dizaine d'années, il y a eu des travaux de génétique qui ont été faits là-dessus, qui ont amené des informations supplémentaires. La première chose, c'est que maintenant on connaît le gène qui est impliqué, on connaît même spécifiquement les mutations qui sont impliquées là-dessus. Et par les outils de la génétique des populations, il a pu être démontré, ça c'est schématiquement, mais il a pu être démontré que les mutations qui permettent de digérer le lait à l'état adulte ont eu une évolution très rapide dernièrement. Elles ont augmenté en fréquence très rapidement par sélection naturelle dans les populations. Et on a pu même, avec les données génétiques, dater de quand date cette expansion très forte de ces mutations dans les populations. C'est-à-dire que ces mutations existaient, mais il y a environ 5 ou 10 000 ans en Europe et environ entre 3 000 et 7 000 ans en Afrique, il y a eu d'un seul coup une augmentation de la fréquence de ces mutations. Les travaux aussi très récents montrent que pour les populations africaines et pour les populations européennes, ça n'est pas la même mutation. Donc c'est un exemple, on dit, d'évolution convergente. Avec des mutations différentes, on fait le même phénotype. Et donc ça collait, ces dates collent remarquablement bien avec l'explication la plus raisonnable, c'est-à-dire que cette mutation existait dans les populations avant la transition néolithique, c'est-à-dire le passage à l'agriculture et à la domestication des animaux. Les sociétés qui se sont mises à faire de l'élevage et à consommer énormément de lait, dans ces sociétés-là, les individus qui portaient la mutation avaient un avantage sélectif, c'est-à-dire qu'ils survivaient mieux ou qu'ils se reproduisaient mieux. Cette mutation a augmenté en fréquence au fil des générations jusqu'à atteindre les fréquences très élevées qu'on connaît à l'heure actuelle. Par exemple, en Europe du Nord, on est à 80-90% de gens qui sont tolérants au lactose. Donc cet exemple est intéressant et important parce qu'il montre comment un choix culturel, c'est un choix culturel de se mettre à domestiquer des animaux. Ce choix culturel change le théâtre écologique dans lequel nous vivons, ce qui fait que certaines mutations et certains gènes qui auparavant n'avaient aucun avantage deviennent avantageux. Donc c'est un choix culturel qui entraîne une modification de notre espace, qui entraîne une sélection biologique. La biologie et la culture, encore une fois, ne sont pas indépendantes. On parle d'ailleurs d'évolution bioculturelle. C'est-à-dire on a un choix culturel et après ça, la biologie répond à ce choix culturel. Il y a d'autres exemples qui ont été depuis aussi très bien documentés. Par exemple, les gènes impliqués dans la digestion de l'amidon. Et d'une manière générale, les séquençages du génome humain qui permettent de détecter les gènes qui évoluent encore actuellement ou qui ont évolué dans notre passé récent montrent énormément de gènes impliqués dans l'adaptation à l'alimentation, au changement d'alimentation dû à la transition néolithique. Les pathogènes aussi,
et même des exemples plus classiques comme l'adaptation au milieu extrême. Si on prend par exemple les populations du Grand Nord, les Inuits, on a pu coloniser ces espaces-là grâce à nos innovations technologiques, à savoir des vêtements chauds qui permettaient de survivre. Un Inuit sans son manteau, il meurt, hein. Mais suite à cette colonisation des espaces, grâce à ces innovations technologiques que sont les vêtements, on a eu aussi une adaptation biologique très forte. On le voit dans ça c'est des silhouettes schématiques d'un Inuit par rapport à un Africain. Il y a il y a eu des adaptations aussi morphologiques qui, elles, sont biologiques. Mais ces adaptations biologiques et morphologiques n'ont eu lieu que parce qu'avant, on a eu cette innovation technique qui nous a permis d'aller dans ces milieux extrêmes. Alors, là, je vous ai montré quand même des exemples qui se réfèrent plutôt à notre histoire, bon, plus ou moins ancienne. C'est vrai que je ne suis pas dans l'ordre des millions d'années, plutôt des milliers d'années, mais enfin, c'est quand même ancien. Et donc, on peut se poser la question si maintenant, à l'heure actuelle, on a encore ce type de processus qui agissent. Il y aurait un exemple contemporain bon, c'est de la science en marche. Le problème de détecter la sélection naturelle, c'est que c'est très difficile de détecter la sélection naturelle au moment vraiment où elle agit. C'est beaucoup plus facile de détecter des événements de sélection plus anciens parce qu'on accumule un peu l'information sur plusieurs générations. Néanmoins, il y a quand même ce qui se passe à l'heure actuelle au Danemark en termes de sous-fertilité des hommes laisse assez perplexe. 30% des hommes sont sous-fertiles au Danemark, 10% sont infertiles. Et il y a des cas qu'on connaît, il y a des gènes impliqués, mais il y a quand même, selon les études, entre 35 et 50% de causes voilà, qui sont connues, qui ne sont pas connues. Et il y a des travaux qui montrent que, selon le type de chromosome Y que vous portez, ces chromosomes Y sont surreprésentés parmi les gens qui sont sous-fertiles, et en plus les individus qui portent ce chromosome Y ont un taux de spermatozoïdes qui est réduit de moitié. Et les hypothèses à l'heure actuelle sur cette sous-fertilité, c'est que c'est un phénomène récent qui est lié, qui est apparu il y a, je dirais, seulement en termes de dizaines d'années, et qui serait lié à l'agriculture intensive qui a eu lieu au Danemark avec la présence d'agents polluants. Et du fait de ces agents polluants, certains chromosomes Y qui avant voilà, vivaient très bien leur vie, se retrouvent maintenant sous-sélectionnés, c'est-à-dire qu'il y a une interaction entre votre patrimoine génétique et le nouvel environnement qui fait que certains chromosomes Y vont petit à petit être éliminés par sélection naturelle. Alors le facteur environnemental n'est pas encore connu. J'ai fait une revue de littérature et il y a plusieurs hypothèses, on ne sait pas encore, mais ils pensent fortement que c'est lié à l'agriculture intensive parce qu'il y a beaucoup d'études où ils ont comparé le Danemark et la Finlande qui ont à peu près le même pool génique, et en Finlande on ne voit pas du tout ces phénomènes-là alors qu'il y a beaucoup moins d'agriculture intensive. Donc maintenant, c'est un autre exemple, peut-être en marche, d'évolution bioculturelle. Et donc je vais revenir sur la question de départ. Pourquoi on entend si souvent que l'homme est dénaturé et qu'il évolue plus d'un point de vue biologique? Je pense que c'est dû souvent au fait que les gens ont une vision réductrice de l'évolution biologique et qui est réduite à la notion de survie du plus apte. Et effectivement, en termes de survie, du fait des innovations techniques du moins récentes, on a énormément gagné en termes de survie, et la sélection naturelle, en tous les cas chez l'homme,
agit certainement beaucoup moins en termes de survie. Le nombre de gènes que vous transmettez à la génération suivante, en tous les cas dans nos sociétés, est peu dépendant de la survie. Par contre, la sélection continue d'agir sur d'autres facteurs, justement sur la possibilité de se reproduire ou non. Et des études génétiques montrent d'ailleurs que, par exemple, le choix du conjoint, la sélection sexuelle ne se fait pas au hasard, qu'il y a des facteurs génétiques impliqués. Donc il y a de l'évolution aussi, mais cette fois-ci pas au niveau de la survie, mais plutôt de la sélection pour la reproduction. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que évolution biologique n'est pas synonyme de sélection, que ce soit au niveau de la survie ou de la reproduction. L'évolution biologique aussi, il y a toute la théorie neutraliste qui montre très bien qu'une grande partie de l'évolution biologique est due à la répartition de la diversité génétique, au changement de la répartition de la diversité. Et que ça, c'est quelque chose, je pense que quand les gens disent que l'homme est dénaturé, auquel les gens ne pensent pas. Donc je pense qu'en général, d'une manière générale, l'homme n'est pas, du fait de sa culture, sorti de l'évolution biologique, mais qu'il y a plutôt une interaction forte entre la culture et l'évolution biologique chez l'homme. Voilà.